25 soldiers. I got 25 soldiers. I got 25 soldiers. I got 25 soldiers. I got 25 soldiers. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review complète de NXT TakeOver 25 qui vient d'avoir lieu cette nuit. C'était, comme on pouvait s'y attendre, un gros show avec beaucoup d'émotions et voilà, beaucoup de bons catchs. Et on va débriefer ça ensemble en allant comme d'habitude dans l'ordre des matchs. On va commencer tout de suite par l'opener qui a vu s'affronter Roderick Strong à Matt Riddle. Que dire, c'était déjà pour ouvrir le show un match hyper qualitatif. Hein, franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Ça a été vraiment une véritable démonstration de technique, de brutalité, de travail au sol. Il y a eu de tout, et des super prises de catch aussi. On voit qu'on a vraiment deux professionnels du ring, deux workers, qui sont vraiment rompus à ce genre de combat, notamment dans les indies, hein, tous les deux. Et ils nous ont offert une véritable démonstration, un véritable match de catch, vraiment, hein, dans le bon sens du terme. C'était remarquable. Beaucoup de coups de genoux, de V-trigger, hein, comme a dit Mauro Ranallo, et des vrais V-trigger, des démonstrations, des manchettes, des coups d'avant-bras, des German suplex, de Broton aussi, hein, la Senton Bomb, hein, de Matt Riddle. Il y a eu tellement de prises, c'est impossible de tout énumérer. Maintenant, voilà, comme on pouvait s'y attendre, Matt Riddle s'impose, non pas avec sa Bromission, hein, sa prise de soumission habituelle, mais par la Broderek. Donc je ne connaissais pas le nom de cette prise. Ça part exactement comme un Tombstone Pile Driver. On soulève son adversaire, mais au lieu de lui écraser la tête, et ben en fait on l'écrase sur le dos, tout simplement, un peu comme un powerbomb finalement. Et c'est aussi une façon aussi de protéger son bras, puisqu'il a été pas mal malmené à son bras. Du coup, il a trouvé une autre parade. Au lieu de fatiguer son bras en portant sa Bromission, il a du coup porté une autre prise qu'on ne lui connaissait pas spécialement. Donc cette Broderek, donc évidemment la relation, la référence à Broderek, voilà, c'était un drôle de nom. Mais voilà, en tout cas, il s'impose dans un match, je crois, de 17 minutes environ. Un superbe opener, vraiment de très haute facture, et un Roderick Strong, hein, assez sous-coté, hein. Mais pourtant il est véritablement un super catcheur et un grand technicien du ring. Et voilà quoi, il a superbement mis en valeur Riddle, mais on peut le dire aussi dans l'autre sens. Riddle a superbement mis en valeur Roderick Strong. Et donc à ce moment-là de la soirée, hein, on vient de commencer, c'était donc la première défaite de l'Undisputed Era. Il y en aura-t-il d'autres, hein? Faudra voir, puisqu'effectivement l'Undisputed Era c'était un peu le fil rouge de ce show. Comme je vous disais dans ma vidéo pronostic, c'était un peu, on aurait pu appeler ce show le NXT Takeover Undisputed, hein, puisque c'était vraiment tous les membres de la faction étaient représentés et avaient un match. Donc c'était aussi l'occasion de faire un peu le compte des victoires et des défaites pour la faction, et puis surtout voir à la fin du show comment ça allait se passer, et est-ce que la faction allait rester unie ou pas, quoi, finalement, est-ce qu'il allait y avoir un turn. C'était aussi tout l'objet, tout le sel de cette soirée. Voilà, en tout cas pour le match. Alors j'ai pas particulièrement réfléchi à une note, mais c'était quand même très qualitatif. J'ai envie de lui donner un 3,75, un bon 3,75, et je suis vraiment pas loin du 4 étoiles, hein. Je suis pas loin du 4 étoiles. Elle est 3,75, mais c'est vrai que c'était quand même très bon. Très bon, et je vous le recommande. Match suivant, match tag team, ladder match, hein, pour les titres vacants. Laissés bien sûr vacants par les Viking Riders. Donc on avait Oney Lorcan et Danny Burch, on avait les Street Profits, on avait l'Undisputed Era, et on avait donc les Forgotten Sons. À noter que du coup Jackson Riker, le leader, n'était pas présent aux abords du ring.
On pouvait se dire aussi que comme il avait été vraiment malmené en weekly, hein, comme je vous l'avais dit, c'est ce que j'avais un peu fustigé, je trouvais ça un peu moche que le leader soit mis à l'amende comme ça en weekly. Du coup, on pouvait se dire peut-être qu'il était blessé, absent pour voilà à cause de ce qu'il avait pris dans la gueule. Du coup, donc les Forgotten Sons sont arrivés juste avec les deux membres. Euh, En ce qui concerne donc le match, il y a aussi énormément de choses à dire parce que c'était un vrai spot fest, un vrai Human Demolition Derby, comme a dit Mauro Ranallo, parce que c'était spectaculaire au possible, des bumps absolument énormes, un match très dangereux. Ces mecs-là sont tous malades, autant les uns que les autres, ils sont malades, ils ont bumpé comme des fous. Kyle O'Reilly, ça a été un peu comme le Finn Balor au Money in the Bank, quoi. Il a donné son corps à la science, il a pris des bumps aussi énormes sur la tranche, le dos sur la tranche de l'échelle. À un moment donné, il y a aussi un powerbomb, l'un des deux membres des Forgotten Sons qui porte un powerbomb à Bobby Fish directement sur l'échelle, et après t'as Bobby Fish qui retombe sur Kyle O'Reilly. Pouf, c'était énorme. T'as une double German suplex partée par Oney Lorcan et Danny Burch sur l'Undisputed Era, alors que l'Undisputed Era avaient eux-mêmes une échelle dans les bras, donc ce qui fait qu'avec le mouvement arrière de la German, les deux échelles, enfin l'échelle pardon, est partie en arrière, c'était un gros bordel. Bref, il y a eu énormément de choses. J'attendais aussi beaucoup, bien sûr, de Montez Ford, qui était évidemment celui qui avait le plus de capacité de voltige parmi tous les participants. Et voilà, quoi, il aura fait un énorme, à un moment donné, il aura fait un énorme blockbuster. Avec l'aide de son partenaire Angelo Dawkins. Il aura fait aussi un énorme Topicon Hero euh, en sautant par-dessus une échelle que tenait l'Undisputed Era pour retomber sur, je vous le donne en mille, Jackson Riker, dont je ne vous avais pas encore parlé à ce moment-là, puisqu'effectivement, ça a été un peu un moment surprise. Il est arrivé à un moment où Kyle O'Reilly était seul sur le ring et un peu en mode Survivor. On se demandait, mais comment est-ce qu'il peut être encore dans ce match, Kyle O'Reilly? Il était en train de monter sur l'échelle et de façon intelligente, la réalisation a filmé sur un plan serré Kyle O'Reilly, ce qui fait que ça nous a surpris. On a vu les yeux écarquillés de Kyle O'Reilly, puisque effectivement ça nous a bien surpris. Jackson Riker est arrivé et là bon bah il a défoncé Kyle O'Reilly et puis s'en est pris à tout le monde en fait, hein. C'était pas que finalement, ce n'était pas que lié à l'attaque qu'il avait prise en weekly, puisqu'il s'était fait attaquer par les Street Profits et puis par l'Undisputed Era, mais en fait il s'en est pris à tout le monde. Il n'y avait pas d'exception. Il a défoncé tout le monde. Alors évidemment pas les Forgotten Sons, hein. Faut quand même pas, faut quand même qu'il y ait un peu de cohérence. Mais sinon tous les autres, ils ont pris cher. Et du coup, ça m'a un petit peu rassuré, on va dire, parce que c'est vrai que j'étais un peu énervé que Riker se fasse défoncer comme ça en weekly. Là, il a été vraiment réhabilité et comme un homme dangereux et très difficile à annihiler. Et d'ailleurs, bah, il a défoncé tout le monde. Et puis finalement, tout le monde s'est légué contre lui. Et puis il s'est fait défoncer. Paf, paf, il s'était tabassé par tout le monde en même temps. Et puis ils l'ont dégagé, quoi. Et c'est là donc qu'on a eu donc ce Topic on Hero de Montez Ford sur lui. Et c'est là qu'on voit les capacités de voltige de Montez Ford, incroyable. Et ce gars est monté sur ressort. Incroyable détente, incroyable. Et donc ce blockbuster aussi, c'était vraiment superbe. Euh, il y a eu vraiment beaucoup de choses. C'est difficile de tout énumérer. On a vu aussi, ah oui, il y a aussi ce topé suicida de la part de Blake, alors qu'il y avait une échelle. Je crois que c'est l'Undisputed Era qui avait une échelle à l'extérieur, mais Blake il s'en fout. Topé suicida, poum, sur l'échelle. Il s'en branle. Enfin, les prises de risque sont énormes. On pourrait tous dire que chacun des mecs euh, ont perdu 6 mois d'expérience de vie là en un seul match, quoi. C'était dingue. Euh, et une fois donc finalement ça a un peu ralenti le rythme. C'est ça que j'ai un peu trouvé dommage, c'est que l'intervention de Riker elle a coupé un peu l'élan. Cet élan exceptionnel de cette première partie de match. Là, ça a un peu ralenti le truc. Il savait pas, on a l'impression qu'il savait pas trop quoi faire. Il était au centre du ring, puisque du coup il a défoncé tout le monde. Il y a quand même
Oni Lorcan qui était sur le coin, il attendait. C'était un peu le dernier survivant, le dernier à pouvoir s'attaquer. Sauf que du coup, il s'est pris un back body drop. Il est retombé sur l'échelle. Et du coup, il a pris cher aussi. Enfin bref, voilà, il était indestructible. Une fois que, quand même, la menace Riker était passée, on a enfin pu entamer la seconde partie du match. Et on a pu reprendre le match et à nouveau les gros spots. Et du coup, à un moment donné, les Forgotten Sons, ils ont réussi à dégager, parce qu'en fait, il y avait un duel d'équipe sur les échelles entre l'Undisputed Era et Danny Burch et Neil Lorcan. Ils étaient les quatre sur deux échelles. Du coup, ils avaient un combat à deux en haute altitude. Il y a même Kyle O'Reilly qui effleure la ceinture. Et puis finalement, Riker, pardon, pas Riker, mais Cutler et Blake, donc les deux Forgotten Sons, font tomber les deux échelles en même temps. Boum! Donc tout le monde tombe. Et à ce moment-là, les Forgotten Sons sont tout seuls sur le ring et ils montent les échelles. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, ça me faisait chier. Je me dis non, ils vont quand même pas le faire. Non, pas les Forgotten Sons. Et d'ailleurs, le public aussi, il voulait pas, il sifflait. Et puis heureusement, Angelo Dawkins arrive from out of nowhere avec un gros spear sur Cutler, juste à travers l'échelle. Il passe sous l'échelle et puis boum, gros spear. Et puis là, from out of nowhere aussi, Montez Ford fait un springboard directement sur l'échelle. Il retombe sur ses deux pieds, pile sur l'échelle. C'était superbe. Et là, il y a une confrontation visuelle avec Wesley Blake. Et là, il lui fait les gros yeux. Et puis là, boum, une grosse droite sur Wesley Blake qui tombe. Et là, Montez Ford n'a plus qu'à ramasser les deux ceintures. Et le match termine ainsi dans un match de 21 minutes, hein, si je ne m'abuse. Un énorme feel good moment. Et mon pronostic était également le bon, hein, on peut le dire. J'ai bien fait de mettre ma grosse pièce sur Street Profits, qui étaient les deuxièmes favoris, on va dire, hein, puisque l'Undisputed Era était quand même les favoris. Donc je suis content, j'ai bien fait de mettre ma pièce là-dessus. Vraiment, ils le méritent. C'était un super feel good moment. Ils ont célébré avec le public ensuite, hein, puisque le public on leur avait distribué les verres à bière, hein, les verres rouges là. Donc ils en avaient tous un, et donc ça fait des belles images, belle communion avec le public. Et voilà, c'est une équipe qui fonctionne très bien, qui était là depuis 2 ans dans le roster de NXT, et c'était leur moment, et c'était vraiment très très bien, une bonne idée de l'avoir fait. Et je suis content pour eux, ils le méritent. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment de gros espoirs en eux pour le main roster. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose. Ça sent le pognon cette équipe, ça sent le pognon, et surtout Montesford, hein, puisqu'il faut le dire, Dawkins, c'est pas génial. Bon, il aura quand même proposé un gros crossbody là sur tout le monde à un moment donné, de la troisième corde vers l'extérieur du ring. Il aura fait un gros crossbody. Voilà, mais sinon, il aura surtout aidé Montesford à faire sa voltige. Il y a eu aussi des choses pas mal aussi justement, où l'échelle était en porte-à-faux sur la corde, et justement notamment les Forgotten Sons, ils ont pris cher avec un saut de mouton, l'Undisputed Era aussi avec une espèce de wheelbarrow, hein, de brouette, et du coup combinaison, paf, kick, et le wheelbarrow pour retomber en arrière sur l'échelle. Ah, c'était aussi superbe. Enfin voilà, ça me revient maintenant, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Euh, et puis oui, et bien sûr le finisher de Street Profits, Pop-Up Powerbomb, et l'énorme Frog Splash de Montesford, hein, qui a encore montré sa détente. Dommage, on n'a pas eu de ralenti sur ce Frog Splash, j'aurais bien aimé. Bref, à couper le souffle. À couper le souffle ce match. C'était magnifique, et je lui donne aussi la note de 3,75. Voilà, c'est bien d'avoir réhabilité Jason Breaker. C'est dommage juste que ça a un petit peu coupé le rythme du match. Bon, voilà, ça a un petit peu ralenti à ce moment-là. Voilà, c'était un peu dommage. Heureusement, ça c'est vite revenu. La machine s'est remise en route. Mais c'était un super match. Euh, Intéressant de voir ce qu'ils vont faire de Riker, parce que du coup, c'est quand même lui qui ressort fort de l'équipe. Mais ils n'ont pas été ridicules, hein, les Forgotten Sons de manière générale. Donc je pense qu'il y a encore des plans pour eux, hein. Je sais pas. Personnellement, j'ai du mal à les voir champions, mais peut-être que c'est Riker qui va être vraiment monté. Peut-être qu'il va jouer le titre nord-américain. Ça pourrait être aussi une alternative à voir. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a quand même les gros plans pour Riker, qui a été vraiment présenté comme un gros danger, hein, parce qu'il a fallu que tout le monde s'en prenne à lui pour le dégager. Voilà, donc 3,75.
vraiment un gros match de l'échelle comme on aime. Et le public a été très investi et c'était super quoi. C'était super. Et voilà, je suis pas sûr que les Street Profits restent champions bien longtemps. Peut-être même qu'ils vont le perdre peut-être dès les weekly, voire au prochain takeover à Toronto. Voilà, faut qu'ils profitent. Sans jeu de mots, faut qu'ils profitent. Mais c'était voilà, c'est vraiment mérité. Je suis content pour eux quoi. Voilà, on va passer au match suivant, le match pour le championnat des Nord-Américains, pardon, entre le Velvet Dream et Tyler Breeze, donc il fait son grand retour à NXT, comme régulier, hein, Triple H l'a confirmé, c'est un régulier maintenant, il va revenir à NXT pour de bon, c'est une bonne chose, je suis content pour lui, il était complètement bouché, bouché et même euh, voilà, gâché dans le main roster. Et du coup, bah voilà, ça va faire une belle addition et il va proposer de belles oppositions dans la mid-card notamment. Alors peut-être qu'il sera plus là comme jobber qu'autre chose, mais voilà, ça sera en tout cas, je pense que c'est sa meilleure place dans le roster de NXT. Le match n'était pas méga long, hein, à peu près autour d'un quart d'heure. Qui a beaucoup tourné donc bah, comme prévu hein, autour de un peu de fantasy book, enfin de comedy wrestling, voilà, de chambrage, de grosses pauses voilà auprès du public, le selfie évidemment qui était un peu l'objet de la feud, hein, le fameux selfie. Pas eu de réponse, hein, il n'y a pas eu de réponse de Triple H à la AEW à travers l'entrée de Velvet Dream, hein, comme je l'avais supputé. Finalement, il est arrivé en Rocketman, hein, donc c'était un clin d'œil au biopic sur Elton John hein, pour la tenue du Velvet Dream avec ce pantalon doré et ce gros jabot blanc qui est plus traditionnel de la part de Velvet Dream. Euh, voilà, ça s'est chambré, on a pris le téléphone, notamment à un moment donné, Velvet Dream a pris le téléphone à l'extérieur, puisqu'il avait défoncé la tête à plusieurs reprises de Breeze sur la table des commentateurs. Il a récupéré le téléphone, et puis il a dit à Breeze, ah tu veux un selfie, hein, tu veux un selfie hein. Et du coup, il a pris une photo pendant que Breeze était complètement KO, et d'ailleurs on l'a vu au fond de l'écran hein, sur le Titantron, on a vu la photo, évidemment c'était drôle. Mais il a réagi après derrière avec un super kick, un super model kick, qui leur a porté plusieurs fois d'ailleurs ce super kick. D'ailleurs voilà, c'est un peu on va dire le défaut du match, c'est-à-dire que les deux, voilà, c'est pas des gars de l'indie, c'est des gars qui sont des purs produits on va dire de la WWE et qui n'ont pas forcément un moveset énormément développé par rapport à par exemple à ceux qu'on a pu voir avec Strong et Riddle pardon, par exemple. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où les deux après ont porté à peu près toutes leurs prises, ça a tourné un petit peu en rond et ils étaient obligés de compenser par justement le côté showman, faire autre chose, jouer avec le public, chambrer avec le portable. Voilà, faire d'autres choses, taper la tête contre la table des commentateurs, voilà, il y avait d'autres choses. Et du coup, bon, bah, les super kicks, il y a eu pas mal. Il y a eu le beauty shot, hein, son ex-finisher finalement, lorsqu'il était à la NXT la première fois. Donc ce coup de pied retourné, hein, son spinning heel kick. Il y a eu beaucoup de tentatives de Unprettier, hein, de kill switch, hein, en quelque sorte, de la part de Breeze. Il a fini par y arriver un peu plus tard. Même Velvet Dream a réussi à porter ce kill switch, hein, enfin ce Unprettier. Il l'a d'ailleurs mieux porté hein, que Breeze, hein, parce que il n'était pas très beau celui de Breeze, puisque du coup ça a pas l'accompagnement de la tête sur le sol était pas fait correctement. Du coup c'est plus Breeze, c'est plus Dream qui est allé sur la tête que enfin voilà, c'est difficile à décrire comme ça, mais c'était moins joli en tout cas visuellement que celui qu'a fait Velvet Dream. Mais en tout cas voilà, le match ne s'est pas fini comme ça en tout cas. En ce qui concerne la fin, bon, je l'ai pas trouvé, je suis moins fan de la fin, puisqu'en fait il va récupérer sa ceinture Velvet Dream à l'extérieur. Et du coup, parce qu'en fait Tyler Breeze remonte sur le ring parce que du coup il était en train de compter, il était en train de faire le décompte, hein, puisqu'en fait les deux hommes étaient à l'extérieur du ring. Breeze remonte, il dit à l'arbitre non non mais ne continue pas, enfin voilà, ne compte pas jusqu'à 10. D'ailleurs c'est bizarre qu'il te fasse ça, puisque du coup à partir du moment où Breeze remonte sur le ring, normalement l'arbitre il doit compter il doit arrêter.
Bon, ça j'ai pas trop compris. Il doit arrêter le compte. Et pourtant, bon, bah, Breeze lui dit non mais arrête le compte. Pendant ce temps-là, donc Velvet Dream récupère sa ceinture. Au moment où il approche du ring, du coup, il y a Breeze qui voit ça. Il lui enlève la ceinture des mains. Il la donne à l'arbitre. Du coup, Breeze tourne le dos au Velvet Dream, qui en profite derrière. Avec un Death Valley Driver et enchaîné avec un Purple Rainmaker pour le compte de 3. Donc victoire sans surprise aussi, hein, comme je vous l'avais pronostiqué. Hein, pour l'instant, je fais un sans faute hein, au niveau des pronostics. Je fais un 3 sur 3. Mais conservation logique et sans surprise donc de Velvet Dream. Puisque voilà, c'était pas l'adversaire prévu initialement. En plus, à l'Orbrit, ça devait être Dominik Dijakovic, hein, comme je vous l'avais dit. Euh, mais ça aurait été du bon, du bon Breeze. Meilleur même que le match que je lui ai vu faire face à Joshin Sanderlager il y a quelques années de cela, dans un précédent takeover. Je lui ai préféré ce match-là. Euh, mais je pense il pouvait pas faire vraiment mieux. Hein, il aura sorti toute sa panoplie. Euh, voilà, je vous dis, ils peuvent pas vraiment faire plus en termes d'arsenal de prise, donc ça pouvait que se répéter ou alors jouer avec d'autres armes, un peu plus sur le côté spectacle, le côté showman, le côté même un peu comedy wrestling. Il y avait un peu que ça à faire pour compenser. Euh, mais voilà, c'est pas le meilleur match de Velvet Dream dans un takeover, hein, on est d'accord. Mais ça aurait été un bon match de transition, on va dire. Et puis voilà, en plus, il le remplace au pied levé, hein, Tyler Breeze, il remplace Tad Djokovic au pied levé. Euh, le match, je vais lui mettre un petit 3 étoiles. Voilà, ça aurait été moyen plus, hein, voilà. Il faut noter qu'après le match, bah du coup, il a le téléphone en main, Velvet Dream, et puis finalement, Breeze lui dit, bah on fait le selfie ou pas? Du coup, le public dit selfie, selfie, et puis finalement, bon bah du coup, les deux posent ensemble, et on voit toujours la photo sur le Titantron, donc la photo est faite, et et puis une fois que la photo est faite, Velvet Dream repart en levant les bras comme ça et en quittant le ring avec voilà euh, beaucoup d'arrogance comme d'habitude. Et voilà quoi, pas de turn, pas de mauvaise réaction, voilà. Ça se finit. C'était comme ça qu'il fallait finir l'histoire. C'est une petite histoire qui tournait autour d'un tout simplement d'un petit selfie. Hein. C'est pas très compliqué finalement, hein, le build-up. Mais ça, voilà, ça raconte une histoire. C'est ça aussi Velvet Dream, c'est que c'est pas forcément un in-ring de malade, mais ça raconte aussi une histoire. Il y a aussi du charisme, il y a aussi d'autres choses. Il n'y a pas que le catch, c'est pas que du in-ring hein, finalement. Il y a aussi de l'attitude. Et c'était ça aussi qu'il fallait voir et lire et décrypter à travers ce match. Donc je lui donne un petit 3 étoiles. C'était correct. Correct, mais de toute façon, j'attendais pas un match 4 étoiles hein, entre les deux, donc ils auront fait le boulot, je pense, et j'attends de voir la suite. Donc, Dijakovic, à mon avis, il sera pas rétabli tout de suite, mais à mon avis, il va revenir dans le game, hein, forcément pour le titre nord-américain à un moment donné, peut-être pour Toronto au mois d'août. Mais entre-temps, bah, il y a des mecs comme Kushida qui peut venir aussi, Keith Lee peut-être, Roderick Strong hein, aussi, hein, qui a montré que en solo il était très très solide. Euh, voilà, à peu près des noms qui sont potentiels, mais ça, voilà, je pense qu'il y aura aussi des belles rivalités à venir pour le Velvet Dream. Match suivant, le match féminin hein, pour le titre féminin entre Shayna Baszler et Yoshirai. Petite surprise, puisque les accompagnatrices, hein, les filles, ne sont pas là aux abords du ring. Chaque fille arrive toute seule. On a juste vu Duke et Shafir backstage avec Baszler, mais elles ne sont pas venues avec elle sur le ring. Yoshirai n'est pas venue avec Candice LeRae, hein, puisque Candice LeRae avait dit en weekly qu'elle avait son soutien. Mais voilà, à ce moment-là, du coup, je me dis bon bah du coup ça spoil un peu la suite quoi. Ça va forcément intervenir à un moment donné puisqu'on les a pas encore vus quoi. Puis sachant que bah du coup Lorraine, elle a dit qu'elle avait son soutien, donc forcément elle va arriver à un moment donné. C'est juste ça que j'ai trouvé un petit peu dommage.
bon, au moins ça part pas trop dans l'overbooking, et puis du coup l'arbitre n'a pas dégagé tout le monde, ou voilà, enfin ça aurait pu être aussi comme ça, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup ça commence vraiment avec du 1 contre 1. Bah voilà, après faut aimer, hein, Baszler c'est toujours dans son style caractéristique, au sol, et avec du cassage de bras, en veux-tu en voilà quoi. Donc elle a essayé au début, elle a pas réussi, puis après bon bah elle lui a fait son, comme disait Ranallo, c'est son reality check. Donc c'est-à-dire c'est quand il y a son bras qui est complètement plié comme ça, et puis que du coup elle lui fait un gros coup de pied là, boum, pour écraser le coude, hein, de Yoshirai. Donc c'était le bras gauche, et c'est ça qu'elle va vendre, cette blessure qu'elle va vendre tout le long. Du coup, donc c'était assez brutal, hein, comme d'habitude de la part de Baszler. Mais Shirai a aussi à montrer de belles choses, de belles manœuvres. Bah là, c'était son style aussi, hein, caractéristique, plus dans la voltige. Donc c'était aussi un bon mariage, hein, entre le côté stiff, technique et brutal, donc de Baszler, et le côté plus voltige de Shirai. Mais Shirai qui a montré aussi, hein, beaucoup aussi d'agressivité, hein, un peu comme à l'image de ce qu'elle avait montré en weekly lorsqu'elle était intervenue des coups de kendo stick, hein, pour sauver Candice LeRae. Elle a montré aussi, bah, du coup, bah, beaucoup de rage, hein, parce qu'il faut quand même aussi, elle a aussi en tête, hein, ce qui s'était arrivé avec Kairi Sane à l'époque, hein, c'était déjà en train de se friter avec Baszler. Donc elle avait un peu ras le cul, hein, Shirai, elle voulait en découdre. Et du coup, bah, à un moment donné, bon bah voilà, hein, au moment où elle prend le dessus, Shirai, elle se positionne sur la troisième corde pour faire son moonsault, hein, donc sa prise de finition. Sauf qu'évidemment, Duke et Shafir interviennent à ce moment-là, elles arrivent, elles accourent. Mais juste derrière, il y a Candice LeRae qui arrive avec un kendo stick. À nouveau les kendo sticks, hein, qu'on avait vu en weekly, pour surprendre donc Duke et Shafir. Donc il y a une prise à deux sur LeRae, mais elle arrive quand même à donner des coups un peu de partout et à les mettre KO. Et LeRae en rajoute même en se montant sur la troisième corde et avec un crossbody sur les deux filles à la fois. Bon là, Shirai, c'est un peu bizarre ce qu'elle fait, parce que au lieu, alors elle est quand même actrice, enfin c'est elle qui est sur le ring. Et là, l'espace d'un instant, elle joue les spectatrices en faisant des mouvements. Ouais, 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 ouais. Enfin, réveille-toi quoi. T'es dans un match là, et t'es en train de tourner le dos à Baszler, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Et évidemment, du coup, elle se fera surprendre derrière. Et puis bah, à un moment donné, donc il y a Shirai qui tente une maestral cradle, donc une magistrale bien exécutée. Mais le truc c'est que après, elle veut porter le tomber, hein, sur ce cradle, cette magistrale, mais en mettant la tête en arrière pour faire, hop, un ponté, sauf que du coup la tête touche le sol, évidemment, hein, c'est le principe, mais du coup, en faisant ça, bon, évidemment, l'arbitre fait le compte, mais du coup, il est tout de suite coupé, puisque il est brisé ce compte, puisque évidemment, elle s'ouvre carrément elle se donne à Baszler, qui n'a plus qu'à l'accueillir avec sa Kirifuda clutch, puisque finalement, en se mettant comme ça, évidemment, bah, il n'y a plus qu'à l'accueillir et à l'étrangler derrière, quoi. Et du coup, bah, c'est ce qu'elle fait. Et donc, une Kirifuda clutch et une longue, je dirais que ça a bien duré une bonne grosse minute de suspense, pour savoir est-ce que Yoshirai va réussir à s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir à aller chercher la corde. On attend, elle s'en rapproche, mais du coup, elle voit qu'elle se rapproche, du coup, Baszler, et du coup, Baszler intelligemment plie la jambe de Shirai pour l'éloigner du ring, et bah, finalement, elle commence à s'assoupir un petit peu, à tomber dans les vapes, et puis elle tape, et voilà, victoire de Shayna Baszler, un petit quart d'heure de match, hein, si je ne m'abuse, 14-15 minutes. J'aurais bien aimé à ce moment-là que Candice LeRae fasse quelque chose, parce que ça a quand même duré longtemps cette prise de soumission. Alors pas quelque chose de dégueulasse, hein, parce qu'elle n'est pas heal, hein, mais faire un truc pour peut-être un peu perturber l'arbitre, je sais pas, faire un geste, faire un truc quoi. Essayer de monter sur le ring, de ressortir, enfin de déconcentrer. Puisqu'elle dit qu'elle a le soutien, enfin qu'elle soutient Shirai dans ce match.
bah, qu'elle aille jusqu'au bout du truc, quoi, qu'elle tente, je sais pas, pas en intervenant, enfin pas en donnant un coup à Baszler, évidemment, hein, pas provoquer un DQ, évidemment, ça serait con, mais je sais pas, déconcentrer, faire un truc, c'est dommage, je m'attendais à ça, alors qu'en plus on la voit en fond d'écran, on la voit, elle est comme ça, accroupie, mais elle regarde l'action, mais elle fait rien, quoi. C'est un peu dommage. Mais le match était correct, c'était un bon match, un bon match. Je suis pas, comme d'habitude, je suis pas fan de Bessler. Je trouve que ces matchs sont un peu répétitifs, quoi, avec son style. Euh, et c'est vrai que voilà, bon ben c'était ma première erreur de pronostic parce que j'avais envie de tenter Yoshirai. Je trouvais que le règne avait assez duré, le règne de Bessler, et je me disais que c'était peut-être bien de changer, que c'était le bon moment. Maintenant, c'est pas terminé, c'est pas terminé puisque la surprise derrière, c'est que une fois à un moment donné, elle finit à l'extérieur du ring, Yoshirai, mais il y a encore un kendo stick qui traîne, hein, toujours. En fait, bah, elle récupère le kendo stick et elle attaque par derrière Shayna Baszler avec des coups de kendo stick. Elle est vraiment très agressive, elle tape, elle tape, elle tape, elle la matraque. Et elle arrive finalement à porter son moonsault de la troisième corde. Et en plus, il y avait une chaise qui était posée sur elle, hein, si je n'abuse. Oui, elle avait posé une chaise. Donc c'était plutôt pas mal. Mais on sent que, justement. Oui, d'ailleurs, elle a demandé à Candice LeRae de lui donner la chaise qui était planquée sur le ring, sous le ring. Donc, et on voit quand même dans les yeux, dans l'expression faciale de Candice LeRae, qu'elle n'est pas hyper chaude pour faire ça et qu'elle ne cautionne pas véritablement les agissements de Yoshirai. Donc ça pourrait être intéressant à suivre dans la storyline à venir. J'espère qu'ils vont pas faire turn heel Candice LeRae, hein, voire Yoshirai. Ce serait dommage parce qu'on a besoin de babyface à la NXT. Donc j'espère que ce sera pas ça au final. Mais ça peut être intéressant en tout cas cet angle. Et à mon avis, en tout cas cette réaction de Shirai va annoncer très probablement un rematch, peut-être même avec un ODQ et avec peut-être avec justement des kendo sticks, un match en disqualification, ça pourrait être ça l'idée. Mais je pense que là, franchement, le prochain coup, si c'est Takeover Toronto, je pense que ça sera la fin du règne de Baszler. Là, je mise déjà maintenant quasiment à coup sûr la fin du règne de Baszler, et je pense même qu'elle va arriver dans le main roster dans la foulée pour SummerSlam, et qu'elle interviendra peut-être dans le match féminin. Bon, là je vais un peu loin, mais à mon avis, ce sera le moment de terminer ça, puisque je pense que quand elle perdra son titre, Baszler, bah, ça sera la fin de NXT pour elle, parce qu'elle aura tout fait. Donc ça servira à rien de continuer, voilà quoi. En tout cas, voilà, le match était plutôt correct, pas mal, pas mal. Voilà, j'ai pas adoré, faut pas, voilà. Il y a eu le petit côté, voilà, avec toutes les filles qui arrivent. Ça, c'était exactement ce qui était à prévoir. Ils en ont pas fait trop, heureusement. J'aurais aimé une Lorraine un petit peu plus, avec un peu plus de caractère. Dommage. Mais c'est peut-être aussi dans l'idée donc justement comme je vous disais d'une Lorraine qui cautionne pas trop et qui reste un peu face dans l'histoire, et Shirai qui est un peu plus agressive, pas heal hein, mais un peu plus agressive. D'ailleurs c'est intéressant aussi la réaction du public, hein, lorsque Shirai a tabassé Baszler, le public était très partagé, puisque le public a chanté d'abord You Deserve It à Baszler, mais tout de suite après il y a eu des huées. Il y a eu beaucoup de huées, et donc du coup, et puis voilà, à travers le match, hein, on a entendu, hein, Let's go Io, Let's go Shayna, Let's go Io, Let's go Shayna. C'était très partagé, hein. Donc je pense que la réaction de Yoshirai n'a pas forcément plu à tout le monde. Match suivant, qui est déjà le main event, Johnny Gargano qui défend son titre NXT face à Adam Cole, baby. Donc le match numéro 2 tant attendu. Donc pas de 2 out of 3 falls, hein, cette fois-ci juste un tombé ou une soumission suffira. Match qui a dépassé un petit peu plus d'un peu plus la demi-heure. Donc un gros match, gros match, gros storytelling. Et voilà, ils ont vraiment pris le temps qu'il fallait, le temps nécessaire. Puisque de toute façon le show est pas très long, hein, finalement il a duré même pas 2h50, hein. 5 matchs, donc ils ont bien posé les choses. Donc le temps de développer les matchs. Belle tenue, Captain Marvel, hein, comme d'habitude, très Marvel, très comics
pour Gargano. Donc encore des clins d'œil cinématographiques, hein. Une entrée rap, un rappeur qui a accompagné l'entrée d'Adam Cole, c'était étonnant. Alors j'ai fait une petite recherche, il s'appelle Josiah Williams. En fait, il a une chaîne YouTube qui s'appelle WrestleFlow, apparemment. Enfin, ça a son nom en fait. Enfin, c'est son nom, Josiah Williams, et c'est le nom de sa chaîne. Mais il fait aussi donc des vidéos qui s'appellent WrestleFlow, ouais, c'est ça. Et en fait, il fait des raps sur des thèmes, notamment de NXT, et c'est plutôt pas mal. J'ai regardé, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Sur Matt Riddle, il l'a fait sur Bianca Belair, sur Undisputed Era, sur même Drew McIntyre. Voilà, il l'a fait sur plusieurs personnes, et ouais, il se démerde pas mal. Le petit là, on dirait un petit Lio Rush d'ailleurs. Euh, Mais c'était plutôt étonnant comme entrée, mais pourquoi pas avec ce petit rap d'entrée. Donc bah, le match, bah, on s'en doutait, il y allait avoir beaucoup de near falls, beaucoup de prises, beaucoup de vaillance, d'énergie, de kick out. Bah, on a un peu de tout eu quoi. Adam Cole a beaucoup tenté, en tout cas a beaucoup vendu son Panama Sunrise, hein, finalement son Canadian Destroyer, qu'il aura beaucoup essayé dans un premier temps, mais sans succès. Évidemment les tentatives de Gargano Escape. Et puis finalement le match aura beaucoup tourné autour d'un côté le bras endolori d'Adam Cole, et de l'autre la jambe endolorie de Gargano, puisque les deux auront finalement scellé une blessure, une douleur à chacun de ces membres-là, donc la jambe et le bras, et ça aura servi tout le match. Ça aura été un peu dans l'histoire du match. Voilà, pareil, un peu, c'est difficile de décrire tout ce qui s'est passé, de décrire toute l'action, hein, dans un match d'une demi-heure, mais le public était vraiment à fond dedans, et ça a été bah, on peut le dire, c'est un match of the year candidate. C'est un candidat pour être match of the year, sans problème quoi. Si ça a été très très spectaculaire. Les deux ne lâchaient rien. Ils se donnaient des coups de pied, des super kicks. Et, les deux réagissaient avec un autre super kick. Les deux, à un moment donné, à l'extérieur, s'en sont portés un mutuellement. Il y a même eu justement enfin ce Panama Sunrise, donc ce Canadian Destroyer porté par Adam Cole, mais de l'extérieur du ring, donc à l'extérieur, en sautant du ring vers Gargano. Il a réussi à le porter. Bon, même si la tête n'a pas touché le sol, mais c'est pas grave. Mais le public a bien aimé ça en tout cas. Euh, donc il a réussi à le faire. Euh, et puis sur la fin, bon bah du coup, il y a l'arbitre, bah, du coup, qui se prend Gargano, puisque en fait, euh, Adam Cole était à l'extérieur du ring avec l'arbitre, et puis du coup, Gargano plonge pour faire un topé suicida, mais Cole évite, esquive, et du coup c'est l'arbitre qui prend tout et qui fait un bump. Du coup, Gargano évidemment il essaye de ramasser l'arbitre et de le remettre sur le ring. Euh, et du coup, bah, en fait, il y a, euh, il y a Adam Cole qui, à un moment donné, il va faire une feinte, c'est-à-dire il va demander, il fait un geste comme ça pour dire, bah, venez, venez, pour faire venir en fait ses camarades, hein, de l'Undisputed Era. Évidemment, à l'extérieur du ring, il y a Gargano qui est là, en train de prendre une chaise, il attend, et en fait, ça ne viendra jamais, ça ne viendra jamais. Euh, et du coup, le match continue comme ça. Et, euh, et du coup, bon, bah, finalement, ça se termine sur le fait que, bah, Gargano, il a tellement mal à la jambe qu'il peut pas véritablement enchaîner ses prises. Il y a eu des Gargano Escape aussi. Il y a un moment donné, il y a un échange de prises. Gargano Escape porté par Adam Cole. Last Shot porté par Gargano. Mais ça n'a pas suffi non plus. Il y a beaucoup de kick-out, hein, beaucoup de near falls, comme je vous disais. Et donc à la fin, donc ce mal de jambe qui aura finalement coûté le match à Gargano. Puisque du coup, Cole en profite derrière. Avec son combo, hein, Panama Sunrise et Last Shot pour le compte de 3.
Donc victoire, nouveau champion, et oui. L'Undisputed Era finalement ne finira pas Fanny, hein, de cette soirée, alors que c'était pourtant bien parti pour, hein, puisque l'Undisputed Era n'aura pas gagné non plus le match de l'échelle. Euh, et un peu une petite surprise pour moi, donc ce sera ma deuxième erreur de la soirée, hein, puisque au final, on peut le dire, j'ai eu trois bons résultats et deux mauvais résultats. Bah, Cole finalement récupère la ceinture. Ce qu'il faut dire aussi, c'est surtout l'après-match, qui était quand même le moment que j'attendais le plus de la soirée finalement. C'était de savoir comment est-ce que ça allait se terminer avec l'Undisputed Era, hein, puisqu'on nous vendait un peu ce split, hein, depuis plusieurs jours. Finalement, bah, il est porté en triomphe. Il y a Bobby Fish, on voit il a une attelle au bras. Et on voit Kyle O'Reilly et Roderick Strong qui soulèvent Adam Cole avec la ceinture. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, ils vont le soulever et ils vont le retomber en arrière, ils vont ils vont le trahir. Et ben non, en fait, que dalle. Il reste porté en triomphe et puis il le redescend et puis c'est tout quoi. Et le show se termine comme ça. Donc j'avoue, c'était un peu la déception pour moi parce que j'en attendais vraiment beaucoup de cette fin de show. Triple H nous avait vendu quelque chose de mémorable, donc j'attendais vraiment qu'il se passe quelque chose, un renouvellement au sein de l'Undisputed Era, d'autant plus que c'était un show qui tournait vraiment autour de cette faction, hein. C'était un peu je vous l'ai dit, hein, le Takeover Undisputed, et c'était vraiment le fil rouge, et j'attendais vraiment qu'il se passe quelque chose, un nouveau leader, au Cole trahi, Strong qui prend sa place comme nouveau leader, un Kevin Owens, un Nakamura qui arrive et qui récupère le lead, puisqu'on avait vu un peu apparemment on a vu un peu sur les réseaux sociaux Kevin Owens dans une vignette où il apparaît avec toute l'Undisputed Era. Bon, c'était un peu, ça aurait été quand même un gros spoiler. Mais bon, il y avait Cole aussi sur la vignette, hein, donc bon, c'était pas non plus pour remplacer Cole, hein. Mais je m'attendais peut-être à un petit Nakamura, puisqu'on le voit plus dans le main roster depuis un petit moment. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va faire comme Breeze et qu'il va revenir à plein temps à NXT et puis il va devenir le nouveau leader. Ça aurait pu être drôle aussi. Bref, il y a beaucoup de fantasy booking, beaucoup de choses possibles. Finalement, ils ont fini par quelque chose de simple, hein, avec une union. Donc, enfin, l'union qui perdure au sein de l'Undisputed Era. Alors après, sait-on jamais, peut-être que ça peut encore bouger, que Cole va tous les lyncher, parce qu'il faut quand même dire que durant cette soirée, ça aurait été le seul à avoir gagné, hein, au sein de la faction, et il aura gagné tout seul. Parce que c'était aussi ça l'histoire, c'est de savoir s'il était capable de prendre le titre tout seul, et sans l'intervention de ses copains, comme le disait Gargano. Et il a réussi. Donc finalement, il pourrait dire ça aussi, dire à ses copains, bah, finalement j'ai pas besoin de vous, quoi. J'y arrive tout seul, j'ai gagné tout seul. Puisque la dernière fois à New York, au Takeover New York, vous êtes intervenu et puis j'ai perdu. Là, vous n'intervenez pas et je gagne tout seul, quoi. Donc et je prends la ceinture. Donc finalement, j'ai peut-être pas besoin de vous. Vous êtes plus des boulets qu'autre chose pour moi. Et puis en plus, vous gagnez pas vos matchs, quoi. Donc finalement, ça pourrait être aussi un argument. Et il va peut-être les lyncher au final, hein, sait-on jamais. Donc peut-être pour un face turn. Un face turn d'Adam Cole, hein, puisqu'il est tellement over aussi, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, et puis il peut y avoir des heel turns pour compenser, hein. Je pense à Riddle, même si c'est un gros plan je pense qu'il y a des gros plans pour Riddle. Pour le titre, à mon avis, il va pas tarder. On va avoir un Riddle Cole bientôt. Mais il pourrait turner heel, hein, aussi. Bref, il peut y avoir d'autres heel turns pour compenser. Et puis voilà, un face turn d'Adam Cole, hein, c'est pas impossible. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, le match, je lui donne là un 4,25. 4,25, ça aurait été le match de la soirée. Alors oui, on pourrait dire que c'est peut-être un peu overbooké. Bon, ils en ont fait peut-être un peu beaucoup parce que ça kick out à tout va. C'est toujours du côté un peu surhumain. Évidemment, on leur laisse beaucoup de temps, une demi-heure. Donc évidemment, on se dégage de tout. On porte des milliers de prises de finition et puis ça passe jamais, ça kick out, ça kick out. Le public évidemment, lui, il marche à chaque fois, hein. C'est facile, hein, finalement. Ça marche à tous les coups. Il pop, mais ça donne quand même un match spectaculaire entre deux super lutteurs, deux super professionnels, hein. C'est un peu comme Riddle et Strong, et ça donne un match grandiose, match candidat pour être le match of the year à la WWE et NXT tout confondu, hein, en tout cas, et même catch dans le monde du catch confondu. Ce sera aussi un match à relever à la fin de l'année.
Et j'attends de voir ce qui va se passer avec maintenant que Cole est champion. Peut-être que Gargano va vouloir prendre sa revanche. Tommaso Ciampa, bon, il est toujours en convalescence, mais il a quand même, il était quand même intervenu en kick-off, il faut le dire. Et il dit que voilà, il va revenir quoi. Enfin, il le dit, enfin, il en parle. Et il va suivre ça de très près. Il faudra aussi attendre de voir ce qui va se passer du côté de Ciampa. Est-ce qu'il va rester aussi pote avec Gargano ou est-ce qu'il va à nouveau refaire un coup de pute, mais on peut aussi avoir un Cole Ciampa, peut-être pour Toronto. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et j'ai vraiment hâte d'être à l'été prochain. Et puis il faut noter aussi qu'il va y avoir le 31 août une journée de catch absolument extraordinaire puisque on nous a annoncé le prochain Takeover UK qui va être donc le NXT Takeover UK Cardiff le 31 août. Donc heureusement avec le décalage horaire, ça ne va pas tomber en même temps puisque ça va tomber le même jour que All Out, le fameux pay-per-view de Chicago de la AEW. Avec peut-être le grand retour de CM Punk à Chicago, sait-on jamais. Ça va pas tomber aux mêmes heures, donc ça va bien se goupiller. Il y a même un show de la NJPW aussi le même jour, donc ça va être le 31 août, ça va être un peu le WrestleMania de l'été quoi. On dit que c'est SummerSlam, mais alors que dire de ce 31 août quoi. Ça va être énorme, énorme, et j'ai déjà hâte d'y être. Malheureusement, ce n'est que dans 3 mois, donc il va falloir s'armer de patience. Voilà, on en finit là avec NXT TakeOver 25, le 25e du nom, une belle cuvée, un show à voir, encore du gros spectacle et une vraie réponse. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie réponse à Double or Nothing, une vraie réponse à la AEW. Et je pense que, comme je vous disais, comme je l'avais déjà dit, c'est la vraie alternative enfin, AEW, c'est la vraie alternative, non pas à la WWE, enfin, non pas au main roster, mais à NXT finalement. Parce que c'est ça le vrai concurrent. C'est vraiment le programme pour Smart, avec du catch, le catch qui passe en priorité. Alors que le main roster finalement c'est plutôt du divertissement sportif qui est quand même pas la même chose. Mais si on veut une vraie alternative à NXT, ce sera la AEW. Mais pour moi la AEW n'est pas une vraie alternative au main roster. Voilà, pour moi c'est un peu ça la différence. Hein. Voilà, c'était un peu pour la parenthèse. Mais un show solide, un vrai show à regarder et qui passe vite, en plus 2h45 et 2h50. Et on en prend plein les yeux. Et c'est du super catch. Et les gars, ils se donnent à fond. Ils donnent leur corps à la science, quoi. C'est des malades. C'est des malades. Et on les voit marquer. Hein. On les voit marquer. Hein. Kyle O'Reilly, on regardait son dos. Baszler, une fois qu'elle a pris ses coups de kendo stick, regardez son dos aussi. Bref. Et regardez Tyler Breeze aussi, son oreille qui a saigné. Enfin, voilà quoi. Il y a des marques, il y a des traces hein, qui sont laissées après un tel show quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pour terminer, juste pour vous dire, comme demain je suis encore en congé, je vais finalement décider de faire directement demain les pronostics de Super Showdown, parce que c'est déjà vendredi prochain, et avec le travail dans la semaine, je vais pas avoir le temps, et puis j'aurai pas le temps non plus de regarder les weekly, donc je pourrai pas me mettre à jour et vous faire une carte à jour, j'aurai pas le temps, donc je vous la ferai dès demain, et tant pis, bon bah tant pis si la carte n'est pas complète, mais je vous ferai des matchs potentiels, comme j'ai pu faire ces derniers temps, je vous ferai la carte potentielle des matchs qui pourraient s'ajouter aux matchs qu'on connaît déjà, et peut-être faire un peu de fantasy booking du coup, puisque comme je ne connaîtrai pas tout ce qui va se passer, on nous annonce déjà des choses à Raw, hein, comme vous devez le savoir, Brock Lesnar va, soi-disant, euh, cacher sa mallette sur Seth Rollins. À mon avis, ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir une couille, il va y avoir un twist. D'ailleurs, Matt Riddle, sur Twitter, Matt Riddle a dit qu'il allait empêcher Lesnar de le faire. C'est incroyable. Ça m'étonnerait. Ça serait n'importe quoi que Matt Riddle dise ça et le fasse. Et puis, il va pas spoiler un truc pareil. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas. On voit que à la WWE on fait tout pour sauver l'audience et sauver les ratings. Hein. Donc du coup on nous annonce un cash-in de Lesnar sur Seth Rollins. J'ai hâte de voir ça, mais à mon avis, ça va pas se passer aussi facilement que ça. Et puis bien sûr, le grand retour de l'Undertaker à Raw, le grand retour de Goldberg à SmackDown. Première fois que celui arrive, il a jamais été à SmackDown. Et puis Taker sera là aussi apparemment, il sera aussi là à SmackDown, donc on aura un face-off avant le show Super Showdown en Arabie Saoudite, donc dont je vous parlerai demain. Voilà, merci de m'avoir écouté. Dernière chose, j'ai 199 abonnés. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant.
likez la vidéo. Vraiment, likez et abonnez-vous. Je veux atteindre ces putains de 200 abonnés. On y est. On touche du doigt. On les touche du doigt, ces 200 abonnés. Et j'ai vraiment envie là de les avoir depuis le temps que j'attends. J'étais à 198 pendant des mois. Et là, on arrive enfin à 199. Et j'attends ce 200e. Je l'attends. Donc je vous remercie d'avance de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et de liker cette vidéo au plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup, passez un très bon dimanche, merci de votre fidélité, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch!